Géopolitique, l'Afrique, terre des pays pauvres, qui le dit et pourquoi? Nous nous interrogeons ce matin. Géopolitique, l'Afrique, terre des pays pauvres, qui le dit et pourquoi? Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision de Panafricaniste, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit depuis fort longtemps. L'Afrique n'a pas besoin d'offres et d'aide, elle a besoin de respect et de dignité mutuelle. L'Afrique n'a pas besoin d'exploitation, elle a besoin de négociations et de discussions équitablement mutuelles pour un jeu gagnant-gagnant. L'Afrique n'a pas envie d'un développement externe, mon Afrique a besoin d'un progrès interne. L'Afrique n'a pas envie d'imposition, elle veut des discussions égales et surtout mutuelles. L'Afrique ne veut plus être l'élève, elle a compris et veut apprendre à s'en sortir toute seule. L'Afrique ne veut plus être dernière, elle veut également entrer en concurrence avec les autres pays du monde. L'Afrique ne s'appauvrit que par ses propres fils et filles. L'Afrique ne s'assujettit que par les propres choix et décisions de ses enfants. L'Afrique ne s'avilit que l'égoïsme, l'égotisme, l'égocentrisme de ses leaders. L'Afrique n'a pas besoin des hommes messies pour se libérer. Elle a besoin que nous libérions nos cœurs et surtout nos raisons. L'Afrique n'a pas besoin de ce qu'on lui redonne sa liberté. Elle doit l'arracher car personne ne s'est jamais libéré justement par la voie de la paix. Le pouvoir et la liberté ne se donnent point, ils s'arrachent au prix sacrificiel collectif. L'Afrique n'a pas besoin de haine et de racisme. Elle a besoin d'amour et d'humanisme de ses enfants et pour le progrès. L'Afrique n'a pas besoin des valeurs des autres. Elle a déjà ses propres valeurs. Hélas, rejetée par ses enfants, par l'immigration, l'assimilation et l'intégration socio-professionnelle. L'Afrique n'a pas envie d'aide unilatérale. Elle a envie d'une entraide mutuelle, car aucun État dans le monde ne pourrait s'en sortir tout seul, à l'ère du changement spectaculaire de la vie. L'Afrique a davantage besoin d'être africanisée dans ses projets et ambitions. L'Afrique a plus besoin de retourner dans ses sources ancestrales et surtout valeureuses. L'Afrique a d'ores et déjà tout vu, tout vécu, tout entendu, et elle est toute déçue, abandonnée à elle-même. Et oui, l'Afrique n'a besoin de personne, elle a juste besoin de ses enfants pour que ses enfants comprennent que c'est elle, la terre, mère de l'humanité. C'est elle, la terre, mère de toutes les sciences. Alors nous nous interrogeons. Géopolitique, l'Afrique, terre des pays pauvres, qui le dit et pourquoi? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos. Bonjour à nos nombreux internautes, je les souhaite bonne fête de fin d'année. C'est vrai, les kémites ont leur année, les orthodoxes ont leur calendrier, les peuples dominiques que nous sommes, pour la plupart nous sommes un peu rangés du côté de cette année qu'on nous a imposée, à partir du calendrier grégorien. Mais une chose est sûre, c'est un cycle, bien avant ce calendrier grégorien, même dans nos religions ancestrales, il y a des solstices qui aboutissaient à cette période et qui étaient une espèce de passage entre une période de l'année et une autre. Et nos ancêtres fêtaient aussi, n'est-ce pas, cette période de faste de la fin de l'année. Donc ce n'est pas parce que les autres sont venus faire des pâles copies de notre histoire que nous devons renoncer. Alors, donc je me joins à tous les peuples du monde, mais surtout au peuple africain pour les souhaiter une bonne et heureuse année 2023 qui nous tend les bras, en espérant que un certain nombre d'actions, un certain nombre d'horizons que nous avons explorés ensemble au cours de cette année qui s'achève, verront le dénouement avec la nouvelle année. Et je peux vous dire que ça bout. Il y a un déplacement de plaques tectoniques, comme j'aime à l'appeler, qui ne sont pas visibles, mais qui se produisent quand même. Il y a des dynamiques, des lames de fond qui traversent notre continent et qui produisent des résultats dont personne aujourd'hui ne peut nier. Et cela est à l'actif aussi de cette armée médiatique, n'est-ce pas, que nous avons, vous et nous, ensemble, avec l'ensemble de mes amis qui défilent sur ce plateau, essayer de constituer pour apporter notre petite pierre à l'édifice
dans ce combat pour la dignité, dans ce combat pour la liberté, dans ce combat pour la souveraineté de notre peuple, de notre continent. Et comme nous le disons, ce combat-là, nous le menons pour nous. Nous le menons pour notre peuple, mais nous ne le menons pas contre un peuple quelconque. Nous ne le menons pas contre une civilisation quelconque. Nous sommes là pour dire à l'ensemble de cette myriade de civilisations de notre planète que voici notre civilisation. Et au cœur de notre civilisation, il y a la question de l'humanisme. C'est pour cela que chaque fois qu'on sera sur ce plateau, on ne cessera jamais de le rappeler. Nous sommes l'homme premier. Nous sommes l'homme qui a produit la civilisation moderne, les écritures, les mathématiques, tout ce qui est comme science. Nous sommes l'homme sur le plan culturel qui a produit ce qui est aujourd'hui l'essence même de la modernité. Et à partir de ce moment-là, l'homme africain ne peut être qu'heureux. C'est pour cela que nous avons toujours ce qui nous a coûté cher, cette attitude, cette coutume de solidarité, de bras ouverts. On reçoit tout le monde chez nous. Mais ce que nous disons aux autres qui arrivent dorénavant, vous serez bien reçus chez nous. Mais on va vous dire la vérité. Vous mangerez à notre main, mais vous ne mangerez plus notre main. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, de commencer justement avec poésie ce matin et surtout le sujet qui nous intéresse par là, peut-être pas de poésie, géopolitique, l'Afrique, terre des pays pauvres, qui le dit, pourquoi? Jusqu'à preuve de contraire, Patient Parfum d'Homme, pour nous qui grandissions au début des années 90, on nous a fait comprendre et croire d'ailleurs que l'Afrique était pauvre. Seulement avec l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine depuis quelques mois, depuis le mois de février 2022, eh bien, toute l'Afrique et tous les Africains ont compris finalement que l'Afrique n'a jamais été pauvre, que les autres ont toujours été pauvres et ont fait croire que l'Afrique était pauvre. Vous avez totalement raison. Vers la fin des années 80, je suis des séances de formation de gauche à droite et au cours d'une séance de formation, je lève le doigt, je dis à notre formateur de l'époque, oui, mais apparemment l'Afrique ne compte que 1% du commerce mondial et selon un sénateur américain, l'Afrique pourrait même arriver à disparaître sans que qui que ce soit ne se rende compte. C'était au milieu des années 80. Mais ce fut une dame qui était en face de moi. Elle a piqué une colère. Elle me dit, monsieur Do, ne le dites plus jamais de votre vie. Plus jamais. L'Afrique n'est pas pauvre. On veut vous faire croire que vous êtes pauvre pour que vous intégrez cette donnée-là dans votre subconscient et vous voir toujours comme un être inférieur, d'une civilisation inférieure, d'une culture inférieure, d'un mode de vie inférieur. C'est ce qu'on essaie de vous faire distiller. Parce que la question même de développement, c'est quoi le développement? Est-ce que développer, c'est détruire, comme le fait l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme? C'est vous la richesse, monsieur Dom. Ne l'oubliez jamais. Et les statistiques qu'on vous sort, 1% du commerce mondial, ça dit c'est sur la base de quoi? D'autant plus que c'est vous qui êtes le vivrier, le socle de toutes les innovations. Je ne comprenais pas. Je suis sorti de là étant un peu dubitatif, mais comme j'étais en face de quelqu'un chez qui j'étais allé acquérir le savoir, j'ai commencé à réfléchir. Et quand on vous dit, par exemple, qu'un minerai comme le coltan, qui rentre aujourd'hui dans presque la quasi-totalité de ce qui se fait comme instrument technique et technologique moderne, c'est en Afrique principalement qu'il est pris. Et quand on vient de vous expliquer que ce continent est pauvre, alors que toutes les grandes structures, les grandes sociétés au monde qui font des bénéfices mirobolants, c'est sur la base de ce coltan qu'ils le font, mais là vous commencez à vous dire, ah, nous comprenons enfin la supercherie. En réalité, on a construit une espèce de cage de fer, une espèce de paradigme de fait de violence, de barbarie, de sauvagerie pour assujettir l'homme africain. Et ne pas permettre à l'homme africain de pouvoir jouir effectivement de tout ce qu'il a comme valeur sur le plan humain et sur le plan naturel, même sur le plan humain. Quand vous avez un individu comme M. Nicolas Sarkozy qui arrive et vous dit, dorénavant, ça va être l'immigration choisie. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que comme au temps de l'esclavage, je crée un nouveau concept qui a pour vocation à siphonner l'essentiel de votre masse critique. C'est de ça qu'il s'agit. Je siphonne votre masse critique,
Et je vous laisse, chaque fois que vous faites des efforts surhumains pour produire, n'est-ce pas, ce diamant brut, moi je le récupère. Et je le pense comme je veux pour mon propre service. Et ça, les Africains ont commencé à le comprendre. À partir de ce moment, je peux vous dire, il n'y a pas de continent aussi riche que l'Afrique. Sur tous les plans, même sur le plan de la culture, il n'y a pas de continent aussi riche que l'Afrique. L'Afrique a été spoliée depuis la nuit des temps. L'Afrique subit la violence des autres depuis la nuit du temps. De par son humanisme, de par sa solidarité légendaire, qui est consubstantielle même de son existence, l'homme africain. De par cette vaste étendue qui regorge du tout. Et l'Afrique est prête à dire, mais venez, les Huguenots ont des problèmes en Occident avec la question du protestantisme, n'est-ce pas, les édits de Nantes qui sont promulgués, etc., etc. Ils fuient, ils trouvent refuge où? En Afrique. Et quand ils viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent avec leurs frères bataves des systèmes de déshumanisation hors pair. C'est ça l'apartheid. C'est ça. Donc chaque fois, nous on dit, ok, il n'y a pas de problème, vous avez des problèmes, venez chers frères, venez mes enfants. Mais quand ils arrivent, ils deviennent des vipères. Ils deviennent des vipères. Peut-être que nous aurons plutôt intérêt à beaucoup plus copier le monde animal, parce que vous savez, la vipère, quand elle fait ses enfants, elle se met en haut de l'arbre, hein, et elle les balance dans le vide, parce qu'elle a peur. Si tout l'enfant naît, il est déjà du venin, donc il peut mordre même la mère et tuer la mère. C'est parce que vous comprenez. Donc, je crois que ces gens-là, c'est ce qu'ils sont. Ces mondialistes-là, par l'entièreté de leur peuple. Je fais toujours le distinguo entre les élites mondialisées, qui sont au pouvoir en Occident et dans le monde occidental, impérialiste, et le peuple, dont certains souffrent le martyre au même titre que les Africains que nous sommes. Donc, l'Afrique n'est pas pauvre, je conclue. L'Afrique est riche. Il a suffi tout simplement qu'on redéfinisse, n'est-ce pas, comment vous appelez ça en informatique, Ce serveur non, pas le serveur. du disque dur. Ce disque dur, qu'on retoque ce disque dur et qu'on redonne à notre disque dur sa vraie valeur pour qu'on comprenne qu'en réalité, on n'est pas pauvre. Et c'est à nous de pouvoir recréer la richesse chez nous et de la partager pour le bien de tous. Mais pour le faire, là maintenant, c'est là où il y a le gros morceau qui nous incombe. Il faut qu'on s'organise. Le point faible de notre continent aujourd'hui, c'est l'organisation. À tous les niveaux. Même sur le plan mystico-religieux, nos confréries doivent se réorganiser pour le bien des Africains. Nos confréries ne doivent pas s'organiser pour qu'on ait de nouveaux gourous, de nouveaux messies. C'est complètement étranger aux Africains. Moi, mon père me disait, les grands guérisseurs de chez moi, le peuple Bassa que je représente, c'est des gens qui soignaient gratuitement, ils ne prenaient rien. Ils ne vous donnaient rien, ils ne demandaient rien. Parce qu'ils avaient toujours tendance à vous dire, j'ai reçu gratuit de mes ancêtres. Et le pacte que j'ai fait avec mes ancêtres, c'est de redonner aussi gratuitement. Donc ici aujourd'hui, on trouve, on copie tout de l'Occident. Des gens qui veulent être des messies, des gens à qui on doit répondre au doigt à l'œil, des espèces de gourous. Chaque fois qu'ils sont dans une position où ils ont une petite avancée, une petite lumière vis-à-vis des autres, ils ont toujours tendance à vouloir les domestiquer. Ça, l'homme africain, c'est pas ça. Donc même nos confréries doivent se réorganiser. Nos différentes associations politiques doivent se réorganiser. On doit réfléchir de nouveau au concept même de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas occidentale. Elle est authentiquement africaine. C'est la capacité du partage et des valeurs et des richesses. Quand je dis richesse, c'est multiple. Hein? Oui. C'est ça la démocratie. Et du pouvoir, évidemment. Nous avons adopté des formes dévoyées complètement de la démocratie. C'est pour ça que certains d'entre nous se disent que la démocratie n'est pas bonne. Ce n'est pas la démocratie qui pose problème. C'est cette forme de gouvernance que les Occidentaux appellent démocratie arrêtée qui ne l'est pas. Parce que quand M. Macron est élu avec 12% du corps électoral français, c'est ça la démocratie. Mais il faut au moins qu'il y ait un plancher. Ce n'est pas possible. Il n'a pas la majorité. Mais pourtant, il dirige la France. Quand M. Biden est élu avec des machines qui comptent les voix, mais dont les algorithmes ont été truqués, tout le monde le sait. On le proclame vainqueur.
même les dernières élections sénatoriales aux États-Unis le prouvent. Si vous allez analyser, vous allez vous rendre compte, compter un comté qui est éloigné loin là-bas, à l'ouest et à l'est. Vous allez voir des similitudes qui paraissent quand même invraisemblables. Presque le même nombre de votants pour un camp, comme pour l'autre. Je dis mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, ils le font pour préserver un certain nombre d'acquis pour leur bien-être, pour leur lubie. Je ne sais pas si c'est des êtres humains ou bien des êtres mi-animaux, je ne sais pas ce qu'ils sont. Et c'est ça qui explique, par exemple, leur entêtement à se faire harakiri, surtout les Européens, je ne comprends pas encore, avec cette affaire de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Regardez les conséquences pour l'économie européenne aujourd'hui. Ce n'est pas compréhensible. Mais tout simplement parce que les élites au pouvoir aux États-Unis jouent, c'est eux qui jouent leur avenir pour les 50 ans à venir. Ils jouent leur capacité de continuer à dominer le monde, à forcer le monde d'être maintenu dans cette cage unipolaire pour les 50 années à venir. Et ils ont peur de l'issue de cette guerre-là. C'est pour ça que moi, je ne pense pas du tout. D'ailleurs, heureusement, les autorités russes commencent à le comprendre. Disent que, mais, en fait, la guerre qui se passe en Ukraine, c'est une guerre que les États-Unis d'Amérique mènent par procuration sur le sol ukrainien. Oui. C'est tout. Et le principal perdant dans l'affaire, ça va être l'Europe occidentale. Alors, je peux vous dire que le monde qui descend, on va arriver à la naissance de ce nouveau paradigme qui est le monde multipolaire. Parce que les autres peuples du monde ont compris les jeux. Et l'Afrique, surtout, qui est la dernière frontière, n'est-ce pas, de la prospérité, a compris de quoi il s'agit. Les enfants d'Afrique ont compris. Et de plus en plus, vous avez quand même des décisions politiques hardies qu'on n'aurait jamais pu imaginer au niveau de notre continent. Quand vous avez écouté, moi j'ai écouté avec beaucoup de plaisir, je profite pour dire vraiment à l'instance, à cette brave dame, la ministre de Burkina Faso des Relations étrangères, dit Madame, félicitations. Vous avez été tellement brillante, posée, elle articulait. Vous voyez comment la construction des dominos se faisait dans une justesse des propos et une profondeur, une densité du verbe qui ne pouvait qu'en mettre en difficulté cette prétendue représentante des Nations Unies au Burkina Faso, qui n'est rien d'autre qu'une petite honorable correspondant. Elle est honorable correspondant pour des milieux mafieux, n'est-ce pas, qui dirigent le monde. C'est ça qu'elle est, cette Barbara Machin-là. C'est ça qu'elle est. Et on a bien fait de lui rappeler qu'on sait par où vous êtes passé par l'Irak, vous êtes passé par l'Afghanistan, vous êtes passé par la Syrie. On ne nomme pas ces gens-là à certains postes au hasard. C'est parce qu'ils ont déjà fait preuve. Ailleurs. Mais parce que vous ne pouvez pas vous appelez, vous dites que bon, moi j'ai les informations moi le représentant des Nations Unies qui indique que votre pays est en danger. Donnez-nous donc ces informations. Vous dites non. Vous prenez des décisions unilatérales, vous dites au personnel de faire dégager les familles de Ouagadougou, de leur envoyer ailleurs, parce que dans bientôt il y aura des problèmes. Mais ça veut dire que vous êtes un vrai capitaine de la déstabilisation. Et la solution qui apprend, c'est de vous dégager de là. Manu militari, s'il faut. C'est comme ça. Il parlait avant à nos dirigeants comme on parlait à des enfants. Le système Foucault n'a pas totalement disparu. Il est toujours là. Avec une condescendance hors norme. Mais de plus en plus, on voit des Africains monter au front. Dire pour notre dignité, pour notre souveraineté, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. C'est le cas de Mali. C'est le cas de la République centrafricaine. C'est le cas de Burkina Faso. C'est le cas du Rwanda, on l'espère, avec ce qu'on veut leur faire avaler. Donc, voilà, le contexte nouveau. C'est le cas de cet excellent discours du président Paul Biya à la tribune de l'ONU. On n'en a pas assez parlé. C'était un discours d'une profondeur hors pair. Donc, vous voyez bien, en interne, on peut avoir nos divergences, mais quand vous avez ce sens, cette hauteur de la défense, non seulement des intérêts du Cameroun, mais de toute l'Afrique, comme l'a si bien
représenter le président Paul Biya, il faut applaudir. Il faut applaudir. C'est ce que nous demandons à nos dirigeants. Et nous leur disons, nous pouvons ne pas être en accord avec vous sur les questions domestiques. Mais chaque fois que sur le plan international, vous allez vous montrer comme de véritables guerriers, de véritables Tchakazoulou de la protection des intérêts de notre continent, nous allons vous soutenir. Et par rapport à ce discours et un certain nombre d'actes qu'a posé le président de la République du Cameroun, Paul Biya, je pense par exemple à l'accueil, n'est-ce pas, avec M. Macron, vous avez mon soutien, M. le chef de l'État. Allez sur cette voie. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Exact. Voilà. Passion parfum d'homme, l'Afrique n'est pas pauvre, vous l'avez dit, mais pourtant, elle est appauvrie par ses propres fils. Comment est-ce que ces fils font cela quand ils savent pertinemment que leur terre, leur mère, est riche depuis des milliards d'années? Ben, vous savez, les grands penseurs, surtout les Allemands, vous savez, une bonne partie de l'élite intellectuelle anglo-saxonne, elle est d'origine allemande, ça on ne le dit pas assez. Ils ont bien compris, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, qu'il ne suffisait pas de faire la guerre des peuples. Il faut leur imposer des systèmes de pensée. À partir du moment où à l'école, ces systèmes de pensée sont introduits, l'élite qui va sortir de là, elle va sortir avec un schéma lobotomisé bien précis. Et c'est fini, vous avez gagné. Parce qu'elle va penser comme vous voulez qu'elle pense. Elle va agir comme vous voulez qu'elle agisse. Elle va finir par adopter un certain nombre de principes que vous avez édictés pour votre propre intérêt et elles vont donner l'impression que c'est ça les principes, ce qu'ils appellent les principes universels. C'est le drame dans lequel la colonisation nous a plongés. Quand on parle des bienfaits de la colonisation avec ces satrapes-là, c'est ça les bienfaits de la colonisation. C'est-à-dire qu'enfin, ils pensent comme nous, ils agissent comme nous, ils obéissent à nos principes, ils ne dérogent pas à nos principes, ils ne dérogent pas à nos indications, c'est ça. Et finalement, vous avez des gens comme ça qui sont complètement vidés de leur conscience. Ils n'ont plus le sens de la conscience historique. Ils ne savent pas qu'ils sont des espèces d'hybrides. Et vous avez vu, à une certaine époque, dans certains pays, je peux parler par exemple des deux Congos, on a poussé le ridicule jusqu'à se blanchir la peau, parce que c'est comme ça que moi, je suis un Bakala, je suis un blanc. Oui. Parce que le cerveau ayant été complètement écrabouillé, on pousse le ridicule jusqu'à tenter de se blanchir la peau. C'est ça. Mais quand vous avez des individus comme ça, il y a des, tu passes et dis, oh Sénégalais, tu es trop noir. Comme s'il y avait une honte à être noir. Mais il a fallu qu'on ait de belles lianes, comme Alec Welk, ce mannequin d'origine sud-soudanaise, pour que les gens redécouvrent. Oui, vous avez dit Naomi Campbell, d'accord, mais avec elle surtout, la beauté de la peau noire. Donc, voilà, nous avons des élites au pouvoir qui ont été choisies, triées sur le volet. On ne prenait que les plus dociles, les plus à même à répondre au doigt et à l'œil, aux instructions qui étaient données de la métropole. C'est eux qu'on mettait la tête de nos États. Et ça a produit, même au niveau des écoles, une culture de, je me cours de 8 patrons. Patron a dit 8 patrons. Et de fabriquer maintenant des barbares, des tontons à coup d'une extrême violence qui frappaient avec une vigueur indescriptible ceux qui étaient tentés de remettre en question ce fonctionnement. C'est ça la France-Afrique. Et c'est ça qui continue. Vos écoles, la plupart de nos écoles qui forment nos élites, la première chose, c'est obéir à l'ordre au système. Obéir à l'ordre au système. Si vous tentez de sortir de là, on vous frappe. Et ces dernières années, comme si cela ne suffisait pas, parce que bon, les traces des coups peuvent disparaître, mais pas les insultes. L'homme africain a compris qu'on ne peut pas continuer à accepter. Frappez-nous. On va accepter d'être frappé. Mais vos insultes, on ne les acceptera jamais. C'était le début de la révolte. Alors, ils ont créé un nouveau paradigme. C'est ça, les LGBT. Maintenant, on vous domestique au point où, chaque fois que vous voyez l'autre en face de vous, vous baissez la tête. Vous n'êtes plus rien. L'Afrique est riche. Que faut-il faire aujourd'hui pour que les Africains soient riches? Il faut s'organiser authentiquement. C'est l'organisation.
Lisez toutes les grandes révolutions du monde. Même la Révolution française, si vous voulez, même celles d'Angleterre, mais celles qui ont le plus fait mal à l'impérialisme, elles sont deux, la Révolution soviétique et la Révolution chinoise. Oui, c'était l'organisation la clé. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas avancer. L'organisation, c'est le point faible de notre continent aujourd'hui. L'organisation, sur tous les plans. Il ne faut pas que les gens écrivent les livres, il faut écrire. Les gens me demandent, mais monsieur, donc pourquoi vous n'écrivez pas de livres? Mais je veux écrire un livre pour que ce livre-là apporte quelque chose et un sens. Mais si j'écris pour me faire plaisir, ça ne m'intéresse pas. Quand vous avez un type comme le général Diap, qui n'était pas militaire à la base, hein, mais qui a été le commandant en chef de ces armées qui ont combattu les armées américaines et françaises. Il a écrit un excellent livre qui s'intitule « Guerre du peuple, armée du peuple ». Quand vous avez ce livre-là, vous comprenez l'organisation qu'il vous faut pour la sécurité de l'Afrique. Vous avez. Vous pouvez apporter des améliorations, évidemment. Les temps ont changé, les contextes ne sont pas les mêmes, mais vous avez le socle sur lequel vous pouvez bâtir une armée populaire. Je prends cet exemple parce qu'il y a 1000 exemples qu'on peut prendre. Sur le plan culturel, j'insiste sur les confréries. Par exemple, nos académies militaires, quand les jeunes sortent de là, sur le plan culturel, ils sortent avec quoi? Comme bagage. Alors, nos confréries traditionnelles, si on apprenait à ces jeunes officiers supérieurs à sortir de ces écoles, une certaine mystique africaine, mon cher ami, tu as un autre soldat en face de toi. Tu as un autre officier en face de toi. Tu n'as pas cet officier qui est complètement tête baissée, à plat ventre devant les ordres mystiques occidentales. C'est ça qui nous manque. C'est ça le substrat dont nous avons des ressorts, le carburant dont nous avons besoin pour aller là-bas. J'ai pris le cas de l'armée, comme je pourrais m'étendre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan même de la construction de nos villes. Regardez nos villes. Nos villes sont les pâles copies des villes occidentales. Elles ne correspondent pas du tout à la culture africaine. Ce sont les villes qui, par excellence, mettent avant l'égoïsme. Quelqu'un construit une petite masure, il met une barrière qui dépasse même, dont la hauteur dépasse la hauteur de la toiture. Ce n'est pas africain, ça. Vous avez connu peut-être l'Afrique profonde vers sa fin. Le chef de famille ne mangeait pas dans au salon, jamais. Il mangeait toujours sur la véranda, en bordure de route, prêt à appeler le premier passant par là, viens partager le petit mets avec moi. Mais maintenant, vous mettez les barrières, c'est comme les prisons dorées que vous construisez maintenant. Mais c'est quoi cette culture? Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent, oui, Cheikh Anta Diop, chapeau, a créé un déclic du point de vue des mentalités, en nous rappelant qui nous étions. Mais les études se poursuivent. Si Cheikh Anta était encore, il devait continuer avec ses études. La première civilisation n'était pas l'Égypte, non. La première grande civilisation africaine s'est faite au Sahara. Elle est plus ancienne que la civilisation égyptienne. Et c'est avec la fin de cette civilisation que 3 grandes civilisations sont nées. Elles sont toutes nègres. La civilisation égyptienne, la civilisation de l'Indus, la civilisation de Sumer. On ne le dit pas assez. On vient vous dire que les échecs c'est un terme arabo-persique qui veut dire Echaïla, le roi est mort. C'est faux. Les échecs ont été créés par les Africains. Mais les Africains ont conservé mieux. Ce que vous appelez le Sango, moi j'appelle dans ma langue le Ndjera. Prenez l'ordinateur le plus puissant. Ils ne sont pas encore au jour d'aujourd'hui capables de définir tous les coups dont un jeu de Ndjera est capable de faire. Ça veut dire que nous avons encore de la marche. À nous de nous organiser pour domestiquer la science, pour domestiquer la technologie, pour recueillir, pour reconstruire le fil d'Ariane avec les inventeurs de la modernité sur laquelle se sont appuyés les tricheurs, n'est-ce pas, du monde moderne d'aujourd'hui, pour recueillir la capacité de l'Afrique à créer le génie qui continue de sourire dans lui. Et ça, monsieur Steve Jocelyn Ngoz, le jour où nous aurons des élites,
des hommes d'affaires d'un certain niveau, des intellectuels d'un certain niveau, qui arrêtent de copier, de réciter. Je rigole souvent quand j'écoute des gens de... ce n'est pas une insulte, mais nos frères qui font le droit. Ils disent, bon, je dis, mais vous faites que réciter ce que les autres ont conçu. Vous n'avez pas analysé votre propre environnement pour créer un droit authentiquement qui corresponde à votre environnement. Donc, c'est ça le drame de l'homme africain. Et ça, c'est pas facile. La critique est belle. Je peux la faire de votre plateau, mais c'est la voie qu'il faut suivre. Cela ne signifie pas que c'est moi qui serai à la manœuvre, ou bien vous et moi, pour construire ces nouveaux modèles. Mais il faut que les gens ouvrent les yeux, qu'ils se rendent compte que c'est vers là que nous devons aller. Et je suis sûr que ces probabilités, ces possibilités dans le cadre des États-Unis d'Afrique trouveront meilleur écho et meilleur développement pour qu'on sorte l'homme africain de sa misère à la fois intellectuelle, morale et humaine et en faire en réalité le creuset d'où viendra s'abreuver toutes les civilisations du monde. Merci, Patient Parfait d'homme d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Une fois de plus, bonne année, pas seulement à ceux qui ne sont lointains, mais même à mes amis avec qui je partage ce plateau, à eux et à leur famille. Je leur souhaite bonne année. Bonne année à nos techniciens. Chapeau à vous. Vous faites un travail exceptionnel. Bonne année à nos femmes. Moi, je pense déjà à nos femmes parce que je continue de dire, sans la femme africaine, je crois que l'Afrique ne tiendrait pas debout aujourd'hui. Vous êtes que sans fleurs fleurissent. Vous êtes l'autre moitié du ciel, comme le disait le grand Mao. Et merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Comme j'aime souvent le dire et comme le déclarait Myriam dans le XVIIe siècle, les riches ont plus besoin des pauvres pour être encore plus riches et les pauvres ont besoin des riches pour rêver. Bonne journée à toutes et à tous.